Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette table ronde dédiée à l'évolution et à la promotion de la femme djiboutienne. J'ai donc comme invité ce soir le conseiller du ministre, de la ministre de la Femme et de la Famille, monsieur Ismail Mohamed Ismail, et à ma droite, Roqiya Ali Jama, coordinatrice des projets de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, communément appelée UNFD. Mais avant de pouvoir commencer cette table ronde, mesdames et messieurs, je vous propose d'abord de suivre avec nous un reportage en ce sens concernant l'évolution de la femme djiboutienne. Et ensuite, nous allons débuter la table ronde et le débat. Depuis les premières heures de l'histoire moderne de Djibouti, les femmes ont été bien plus que de simples spectatrices. Elles ont été des actrices majeures. De la lutte pour l'indépendance à la construction d'une nation moderne, elles ont su conjuguer courage, intelligence et persévérance pour façonner un destin collectif. Aujourd'hui, leur rôle se déploie dans tous les secteurs, politique, économique, social, culturel, porté par une volonté gouvernementale affirmée et un engagement citoyen sans faille. L'histoire des femmes djiboutiennes commence bien avant les drapeaux et les cérémonies officielles. Dès les années 1960 et 1970, à une époque marquée par la domination coloniale, elles s'impliquent dans la résistance, souvent dans l'ombre, mais avec une détermination inébranlable. Elles organisent des réunions clandestines, assurent la logistique des mouvements nationalistes et prennent part aux manifestations, bravant les risques pour défendre l'idée d'une nation libre. Lors de la marche vers l'indépendance en 1977, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, joue un rôle structurant. Créée avant même la souveraineté, cette organisation devient le porte-voix des aspirations féminines. Dans les rues de Djibouti-Ville, mais aussi dans les villages éloignés, les femmes galvanisent la population, mobilisent les familles et insufflent un esprit de solidarité qui dépasse les clivages. Depuis son accession au pouvoir, le président Ismaël Omar Guelleh a inscrit l'autonomisation des femmes au cœur de sa vision de développement. Soutenu par l'engagement constant de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, il a mis en place une série de réformes ambitieuses. Transformation de la simple direction chargée des affaires féminines en un ministère de la femme et de la famille autonome. Instauration progressive de quotas féminins dans les institutions, passant de 10% en 2003 à 25% depuis 2018 à l'Assemblée nationale. Triplement du nombre de femmes ministres qui sont passées de 2 à 6 dans le gouvernement. Ces mesures traduisent une évolution profonde. Il ne s'agit plus seulement de parler d'égalité, mais de créer les conditions réelles de son exercice. À chaque étape, la première dame a renforcé ces dynamiques en pilotant des programmes de formation professionnelle, d'alphabétisation et de lutte contre les violences faites aux femmes. Le changement ne se mesure pas seulement dans les textes de loi, mais aussi sur le terrain. Dans les marchés, les bureaux, les hôpitaux, les écoles, les femmes djiboutiennes occupent aujourd'hui des fonctions variées. Politiques, députés, ministres, maires, ambassadrices, elles participent directement aux décisions nationales. Éducation, enseignantes, directrices d'établissements et chercheuses, elles façonnent les générations futures. Santé, médecins, infirmières, sages-femmes, elles sauvent des vies et contribuent à améliorer les indicateurs de santé publique. Armée et sécurité, officières, police, pilotes, institutrices, elles incarnent une présence féminine forte dans les forces armées et la gendarmerie. Culture, artistes, musiciennes, cinéastes, elles préservent et réinventent le patrimoine national. Ces succès sont le fruit d'une politique inclusive, mais aussi d'une volonté individuelle. Le gouvernement, en partenariat avec l'UNFD et la CEPEC, a mis en place des programmes de microcrédit adaptés permettant à ces commerçantes de développer leurs activités. Ce soutien financier, couplé à des formations en gestion et en marketing, transforme de simples échoppes en entreprises solides. Aujourd'hui, Djibouti se conjugue aussi au féminin.
Les femmes ne sont plus seulement les piliers du foyer, elles sont celles qui bâtissent, innovent et dirigent. Grâce à leur force et à une volonté politique affirmée, elles contribuent à transformer le pays pas à pas en une nation plus juste et inclusive. Si le chemin reste encore long, la direction est claire, celle d'un avenir où chaque femme djiboutienne, qu'elle vive dans un quartier animé de la capitale ou dans un village reculé, pourra réaliser son potentiel. Leur histoire est celle d'un peuple qui avance ensemble, porté par la mémoire de luttes passées et l'ambition des générations futures. C'est tout donc pour ce reportage. Je voudrais d'abord remercier nos invités d'avoir accepté notre invitation pour cette table ronde. Je voudrais donc commencer par Madame Roukia Ali Jama. Roukia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour pouvoir commencer, une première question. Comment la collaboration entre le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD, sous la direction bien sûr de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd, en faveur donc sous la direction bien sûr de la première dame, a-t-elle permis bien sûr de renforcer la politique nationale en faveur du genre? Merci beaucoup Monsieur Mohamed et surtout l'RTD pour l'invitation à ce plateau. La politique, la promotion de la politique du genre à Djibouti est d'abord une vision. C'est une vision politique éclairée, une vision au plus haut niveau, donc au niveau de l'État, sous son leadership le président de la République, Al-Haj Ismaël Omar Guelleh, qui dissémine en fait finalement cette vision se traduit et met la promotion du genre au sein des actions publiques. Alors, il y a le ministère de la Femme qui a été créé en 2006, mais également il y a les actions concrètes telles que les droits, la protection des droits de la femme. Donc, au niveau de la concertation, bien du travail entre le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD, alors c'est d'abord c'est un travail en fait finalement très très fluide dans le sens où le ministère de la Femme et de la Famille gère les politiques nationales et les cadres nationaux et l'Union nationale des femmes djiboutiennes des programmes concrets donc sur le terrain, notamment au niveau communautaire pour porter plus haut le droit de la femme. Alors, en ce qui concerne donc, mais il y a également le renforcement du cadre institutionnel, notamment législatif, qui a été aussi, qui a permis de porter le quota des femmes parlementaires à 25%. C'est, je pense, c'est une avancée majeure. Alors, il faut savoir que les femmes parlementaires, l'arrivée ou la place des femmes parlementaires à l'UNFD a permis de renforcer le rôle social de l'UNFD, dans le sens où c'est le lien, le relais entre la vision politique, les actions publiques, mais également les actions sociales. Donc, elle siège de manière permanente, avec une permanence bien sûr à l'UNFD, pour justement constater ou recevoir donc l'écart social et permettre de remonter cela plus haut dans le texte législatif, mais également dans les débats publics. Voilà. Merci beaucoup, Roukia. Ismaël, Djibouti a connu une augmentation significative de la représentation des femmes au Parlement. Quelles mesures concrètes, savoir, loi, quotas ou formation, ont été mises en œuvre pour y parvenir et comment évaluez-vous leur impact? Merci Mohamed pour l'invitation. Effectivement, donc, c'est un processus qui a démarré dès l'arrivée au pouvoir du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans la volonté manifeste de promouvoir
et d'améliorer les conditions de vie des femmes. D'accord. Et un des éléments phares de cette politique, c'est bien sûr l'augmentation, l'entrée en fait des femmes au niveau des sphères des décisions, au niveau du Parlement. Et ça s'est fait par des instruments juridiques. Hein. Il y a une loi, c'est la loi des quotas, une première loi des quotas en 2002 qui fixait au minimum à 10% le nombre de femmes au Parlement, au minimum. Puis en 2018, donc on est monté d'un cran, hein, et on est passé très rapidement à au moins 25%. Oui. Donc comme je disais, c'est un processus et dans les années à venir, nous pensons que ce seuil va encore augmenter, Inch'Allah. Donc l'impact, il est très important parce qu'une fois que les femmes sont aux sphères des décisions, toutes les politiques du pays, n'est-ce pas, seront beaucoup plus sensibles au genre, aux questions de genre. Les lois au Parlement aussi, donc le Parlement est beaucoup plus sensibilisé par rapport aux questions genre, mais également de l'enfant également. Donc c'est très important parce que la vision des femmes, c'est tout ce qui manquait au niveau politique dans notre pays. Une société a besoin de la vision et des hommes et des femmes pour avancer et pour se développer. D'accord. Roukaya, quels sont les programmes phares pour soutenir l'entrepreneuriat féminin? Nous savons que le président de la République a déployé beaucoup d'efforts afin de pouvoir soutenir l'autonomie économique de la femme djiboutienne. Quels sont les projets phares ou le côté entrepreneurial de la femme djiboutienne qui, ces dernières années, a permis d'émanciper la femme djiboutienne? Alors, si je reviens donc aux actions de l'Union nationale des femmes djiboutiennes et son rôle et la place dans l'entrepreneuriat des femmes, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, donc, qui agit sur le terrain depuis plusieurs décennies, a fait en fait de ses premières actions les premiers objectifs de mettre en fait de s'attaquer finalement aux problèmes, aux enjeux que rencontraient les femmes à l'époque. Donc il s'agissait de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle. Alors, et sur cela, en étant convaincus que l'éducation des femmes est finalement la porte pour toute évolution et développement, tant personnel, social, mais au niveau du pays également. C'est dans ce cadre que une école de seconde chance a été créée, qui accueille donc des jeunes filles qui ont eu soit un échec scolaire ou bien qui sont issues de familles démunies. Donc une école de seconde chance qui est également composée de formations professionnelles. Cela pour permettre d'offrir une seconde chance donc, et de pouvoir autonomiser la femme. Sachant qu'une femme autonomisée, une femme éduquée est une femme qui aujourd'hui peut se sortir en fait de toute situation et qui serait à l'encontre en fait finalement de ses droits. Donc c'est toujours dans ce cadre-là, si j'en viens à votre question Mohamed, que nous avons fait des programmes phares, donc l'alphabétisation de la femme, à travers cela, donc des activités génératrices de revenus, donc les formations professionnelles, etc. Mais également des formations de coaching, de mentorat, etc. Et nous avons cet objectif et surtout cette vision de la première dame et présidente de l'UNFD, son Excellence Khadra Mohamed Haïd, qui le dit très souvent, quand la femme est active, la pauvreté est passée. Donc c'est vraiment notre tableau de bord de nos actions. Et nous le savons, hein, un développement durable, le développement ne peut être durable sans que les femmes ne soient vraiment actives dans toutes les sphères en fait, finalement, de la vie, donc politique, sociale, économique, etc. Ok, autre question. La lutte contre les violences basées sur le genre. La création de la cellule d'écoute et l'adoption, bien sûr, des lois spécifiques marquent une mobilisation forte. Quel est aujourd'hui, alors, le dispositif opérationnel de prise en charge et comment travaillez-vous à changer les mentalités? Très important, merci beaucoup.
Alors, comme je le disais, la protection des droits de la femme a été l'un des premières missions de l'UNFD. Donc, nous avons, pour justement, toujours dans ce cadre-là de la protection des droits de la femme, la cellule d'écoute a été créée en 2007. Et ça a été inauguré par le président de la République, Al-Hajj Ismaël Merkele. Et tout ça, toujours dans l'objectif de promouvoir et de protéger le droit de la femme, cette cellule d'écoute a été renforcée pour pouvoir accompagner les victimes de violences basées sur le genre. Alors, elle a plusieurs missions. Une mission d'accompagnement. Elle reçoit les victimes de violences, donc d'abord pour information. Une personne informée peut mieux être orientée, donc elle connaît mieux ses droits et peut agir. Mais également, donc il y a eu tout l'appui juridique également. Donc ce qui est important, c'est que cela, c'est seulement pour prévenir, pour plutôt répondre aux violences basées sur le genre. Mais il y a toute l'action de prévention aux violences basées sur le genre. Ce sont les sensibilisations, les formations. Donc l'UNFD intervient à travers ces canaux. Nous formons, nous sensibilisons. Et donc pour en venir vraiment à votre question, l'UNFD a pu faire vraiment, depuis les premiers combats ont été les mutilations génitales féminines, a fait du chemin. Nous sommes passés selon les statistiques, de 95% à 79%, et également, je n'ai plus en tête les chiffres du dernier EDAM7. Et cela par des programmes et des discussions de changement de mentalité. Le changement de mentalité ne se fait pas comme ça. Lorsque nous nous adressons à des adultes, l'adulte n'est pas un enfant, donc ça prend un peu du temps. Ça prend du temps. Donc nous menons des programmes donc il faut vraiment du temps, 4 à 5 ans, pour pouvoir vraiment apprécier un changement de comportement. Il faut pouvoir comprendre d'abord la communauté. Donc nous avons commencé par des renforcements de structures communautaires d'abord. Quand je dis renforcement, c'était les formations, l'éducation, etc., pour pouvoir orienter et dire que voilà, par exemple les mutilations génitales féminines n'étaient pas du tout de la sunna, étaient nocifs à la santé de leurs jeunes filles, etc. Et on a pu voir la communauté elle-même, les communautés eux-mêmes organiser des sensibilisations. Donc ensuite, nous sommes passés aux violences basées sur le genre. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons des commissions, nous avons formé des comités de gestion communautaire. Et donc c'est la communauté en fait finalement qui est informée, éduquée, qui oriente aujourd'hui carrément les victimes de violences. Donc il faut d'abord identifier, il faut que la personne puisse savoir à quel moment on fait face à une violence et à quel moment identifier donc, et puis pour pouvoir référer. Oui, donc nous sommes passés par là en fait, il y a eu plusieurs étapes. Et puis, donc, je pense très important de citer la loi qui a été mise en place par le ministère donc, de la Femme et de la Famille en 2020, qui a pu finalement vraiment prendre en compte tout l'aspect, la prise en charge concrète de la victime. Parce que la cellule d'écoute, nous recevions et nous référons. Mais après, on avait ce gap en fait, on n'avait pas de suite. De la victime, qu'est-ce qu'il en a été, est-ce que son cas a été traité, etc. Depuis cette loi, nous avons pu également mettre en place un système informatisé entre tous les prestataires de services qui reçoivent directement les victimes de violences basées sur le genre. Donc l'UNFD, le ministère de la Santé, à travers donc, ces différentes branches, le ministère de l'Intérieur, donc la police, la gendarmerie, etc. Et pour pouvoir vraiment pouvoir suivre de façon numérisée. Donc c'était, on appelle ça le GBV AMS. Donc ça a été mis en place également en collaboration avec le ministère. Et de là, nous avons pu
signé également un protocole de référence. Ça, c'est quelque chose d'important à signer aussi dans l'histoire de lutte contre les violences basées sur le genre à Djibouti. Donc il y a eu ce protocole qui a été signé par l'UNFD avec les différentes institutions que je venais de citer. Et cela A en permis tout cas, de créer aussi une plateforme. une plateforme, Oui. justement, merci, qui permet de se réunir finalement assez rapidement pour pouvoir répondre de manière efficace aux victimes, aux cas de violences basées sur le genre. Et cela, donc cette loi a permis également de prévoir un financement. Là a été également la question, parce que nous savons qu'il y a un lien quand même assez proche entre la vulnérabilité et les violences basées sur le genre. Donc c'est pour ça qu'il a fallu éduquer pour que la femme puisse être autonome d'abord, pour qu'elle puisse se sortir d'une situation qui serait violente. Donc qu'elle puisse se sortir, qu'elle puisse avoir, voilà, penser d'abord à soi et à ses enfants, qu'elle puisse, une femme éduquée, c'est une femme qui peut également assurer l'éducation de ses enfants, qui peut encourager en fait et vraiment faire des actions pour accompagner et solidifier le socle de sa famille. Je crois que les avancées majeures est là. Parmi elles, on peut citer la loi sur la lutte contre les mutilations génitales féminines aujourd'hui, qui est devenue une loi constitutionnelle. Pour continuer avec Mohamed Ismail, la lutte contre le décrochage, cette fois-ci scolaire, défi, notamment en milieu rural prioritaire. Quels résultats aujourd'hui observe-t-on après toutes ces années d'efforts et de progrès? Les décrochages scolaires, c'est vraiment une priorité parce que, considérons que l'éducation est un facteur de réduction des vulnérabilités. Donc les changements escomptés dans notre société, aussi, il faut en compte sur l'avenir de nos enfants et de nos jeunes. D'accord. Donc c'est pour ça que l'État a mis une priorité, l'éducation, surtout des filles aussi qui étaient inégales par rapport aux garçons, du fait de notre passé, de normes sociales, etc. Et là, beaucoup de progrès ont été réalisés. Rien que le taux brut de scolarisation des filles, il est passé de 68% en 2002 à 86% en 2025. Et ça, c'est les derniers chiffres du recensement général de la population qui a été fait en 2024. Pour le primaire. Et la parité, on s'en approche aujourd'hui. On est à environ 97,3%. De la parité entre les sexes pour le primaire. Donc beaucoup d'efforts ont été consentis dans l'éducation nationale, beaucoup d'investissements. Et c'est des investissements, le retour d'investissement est très important. Donc, dans 20 ans, ces filles qui sont formées, donc, elles vont produire, elles vont participer à la production de la richesse dans notre pays. D'où l'importance de lutter contre le décrochage. Parce que là aussi, les chiffres sont encore un peu alarmants. Donc, d'après les derniers recensements, on a environ 9,6% le taux d'abandon des filles de 6 à 16 ans. 9,6 contre 4,5 pour les garçons. Donc là aussi, il y a eu des efforts, c'est vrai. Ce taux a diminué par rapport au début de l'année 2000. Et en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons pris beaucoup de mesures pour encourager le maintien de ces jeunes filles à l'école, entre 6 et 16 ans. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On aura encore un stock de jeunes filles déscolarisées dans 20 ans. Et donc, encore, il faudra réinvestir pour leur autonomisation économique. Donc, pour faire l'économie de tout ça, c'est maintenant qu'on doit investir. Et le ministère de l'Éducation nationale, maintenant, a engagé des réformes, notamment en élargissant la base de la formation professionnelle, pour essayer de lutter, par exemple, contre parfois les décrochages scolaires. C'est dû peut-être parfois à un certain échec scolaire, et trouver des orientations autres pour les jeunes filles pour qu'elles ne quittent pas l'école et qu'elles continuent quand même d'aller jusqu'au le plus loin possible, comme pour les garçons. Parmi les mesures dans les régions surtout, donc il y a un décalage aussi entre le rural et l'urbain. Donc il y a beaucoup plus de décrochage scolaire en milieu rural. Donc il y a des incitations importantes qui ont été faites, telles que les cantines qu'on a créées dans toutes les écoles,
rurales, même les dortoirs pour les jeunes filles, pour les encourager à rester, des dons bien sûr de matériel et de vivres en faveur des familles vulnérables de ces enfants. Donc beaucoup de sensibilisation de la part de l'UNFD pour valoriser la scolarisation des jeunes filles en milieu rural. Ouais. D'accord. À présent, parlons de l'autonomisation juridique et sociale avec Rokhaya. L'harmonisation du droit national et les conventions internationales et la simplification de l'accès des femmes à la justice sont souvent cités. Pouvez-vous nous donner des exemples des lois révisées ou des mécanismes qui ont directement amélioré la protection juridique de la femme djiboutienne? Alors, en termes de loi, je pense que je peux encore citer la loi de 2020 qui a permis vraiment de pouvoir accompagner, entre autres, les victimes de violences basées sur le genre, mais également les femmes de manière générale, pour les accompagner à l'accès à la justice. Donc cette loi a permis de renforcer l'accès à la justice des femmes, mais également au niveau social. Donc, je pense que Madame Ismaël peut compléter. Oui, donc ces cadres juridiques aussi, il est renforcé quand même par des mécanismes institutionnels pour rapprocher les services sociaux des bases de la population. C'est ça. Nous avons par exemple les bureaux régionaux genre, qui interviennent dans les régions et qui facilitent la promotion et le respect des droits. Donc le but est d'offrir les mêmes services qui sont offerts dans la capitale qui doivent être offerts dans les régions, pour que les filles et les femmes là-bas aussi bénéficient de ces régions. Donc cette loi permet de mettre en place un paquet de services essentiels que doivent recevoir et qui fait appel quand même. C'est toujours un travail collectif du gouvernement. Il n'y a pas que le ministère de la Femme et l'UNFD. Bon, l'UNFD, c'est l'acteur historique de la promotion des droits des femmes. Et le ministère de la Femme, c'est l'acteur institutionnel qui pilote les politiques publiques en faveur du genre, en faveur de l'égalité entre filles et garçons. Mais beaucoup de ministères, comme je le dis, interviennent. Le ministère de la Santé, qui a joué un rôle très important, le ministère de l'Éducation nationale, tous les ministères sociaux, je dirais même presque tous les départements sont aujourd'hui sensibles aux questions de la femme et de l'enfant dans leur politique et même dans leur budget. On essaie aujourd'hui vraiment d'instaurer à Djibouti, Inch'Allah, ce qu'on appelle le budget sensible au genre, avec des marqueurs, n'est-ce pas, y compris dans le budget national. Ça, ce sera une avancée très importante dans les années à venir. Inch'Allah. Donc pour finir cette table ronde, dernière question pour vous. Défis et perspectives pour l'agenda 2030. Malgré les progrès indéniables, quels obstacles structurels ou socioculturels restent les plus difficiles à surmonter? Quelles sont les priorités absolues et les innovations envisagées pour les prochaines années afin d'accélérer l'atteinte d'une égalité réelle et durable? Alors, en termes de défis, vraiment, est-ce que faudrait vraiment prendre en compte cette catégorie de jeunes. Je vais rappeler peut-être un peu, lorsque je dis de jeunes, je parle de jeunes déscolarisés, lorsque nous avons commencé à mettre en place en fait le programme d'alphabétisation nationale à Djibouti, au bout de sa 3e, 4e année de mise en œuvre, nous avons vu cette catégorie de jeunes filles qui se retrouvaient alors qui n'étaient pas analphabètes, mais qui n'ont pas en fait finalement pu suivre leur cursus. Donc on s'est dit, ces jeunes filles, ce n'est pas leur place, parce que ce programme, c'est un programme qui est fait pour des adultes analphabètes. Et ces jeunes filles, elles étaient en fait dans l'oisiveté, mais elles avaient surtout soif d'apprendre et d'entreprendre. D'accord. Donc, et de plus en plus, courant ces dernières années, c'est là que nous avons, je pense également avec le ministère de la Femme et le ministère de la Jeunesse, donc en charge de la question de la jeunesse, pu se pencher sur cette question des jeunes et qui reste, je pense, toujours un enjeu
il y a beaucoup d'actions concrètes qui sont faites. Mais pour notre organisation, nous comptons nous concentrer, mettre en place plus de programmes pour les jeunes déscolarisés. Alors, lorsqu'on leur fournit donc des formations professionnelles, donc il n'y a pas toujours ceux qui... il y a donc ceux qui ont la vocation de pouvoir entreprendre, donc savent travailler et faire parler de l'argent, mais également il y a ceux qui savent communiquer, transmettre des messages. Donc ce que nous comptons faire, c'est également mettre en place des jeunes ambassadeurs au niveau des communautaires qui puissent également entreprendre, puissent transmettre des messages, qui puissent être les ambassadeurs de l'UNFD, afin de motiver les autres, donc peu importe les questions auxquelles ils feront face. Donc en termes d'enjeux, je dirais c'est vraiment cette catégorie de population, donc les jeunes, qu'il faudrait, en tout cas pour notre organisation, sur laquelle nous comptons nous pencher, Inch'Allah. Et vous, oui, donc les priorités identifiées dans l'agenda 2030 et qui se retrouvent dans notre politique genre 2024-2030, ça inclut la consolidation toujours de l'éducation des filles, le renforcement des lois existantes dans leur mise en œuvre, on va encore accélérer, et l'intensification des campagnes de sensibilisation et de mobilisation communautaire. Sur ce point, dans cette loi, donc la ministre Mouna Ousmane Aden vraiment a impulsé une dynamique d'accélération de l'atteinte des résultats. Nous comptons beaucoup sur des innovations envisagées qui sont donc l'utilisation accrue des données actualisées sur le genre pour affiner nos politiques et nos stratégies et nos actions, mais aussi l'implication des communautés qui doivent être vraiment les acteurs, n'est-ce pas, des acteurs qui participent à la solution aux problèmes que posent aujourd'hui, par exemple, les violences basées sur le genre ou de façon générale, tout ce qui est sur l'égalité entre hommes et femmes. Et surtout, un renforcement des partenariats entre secteurs, qui est très important, et avec, bien sûr, tous nos autres partenaires bilatéraux et multilatéraux pour accélérer l'atteinte des résultats d'ici 2030. Inch'Allah. Merci à vous, merci à Ruqia et Ismaïl. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette table ronde. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette table ronde, mais aussi le reportage concernant l'évolution et la promotion de la femme djiboutienne. Ainsi s'achève donc cette table ronde. Je vous dis à très bientôt et excellente suite de programmes sur Télé Djibouti. قادر وينه